Dans ces vidéos, j'aimerais vous présenter deux cas de possession qui s'agitent en deux pays et cultures différents, mais qui ont, je crois, plus de quelques éléments en commun. On prendra en considération les recherches sur le terrain de Jean-Pierre Olivier de Sardin et de Ernesto de Martino pour analyser ces deux rites qu'il s'agit de faire danser pour guérir. Maintenant, je vais mieux expliquer cas par cas. Jean-Pierre Olivier de Sardin, anthropologue français et nigérien vivant, part des Russes de la thérapisation impliquée dans les rites de possession dans la société du Niger. Desjardins publie sa recherche sur le terrain concernant les possessions dans la société nigérienne Songhai Zarma, dans la revue d'anthropologie L'Homme, créée par Claude Lévi-Strauss dans les années 60. Pour analyser le rapport entre possession, souffrance, maladie et folie, Desjardins prend en considération les cas précis des pratiques magico-religieuses dans les sociétés islamisées Songhai Zarma du Niger occidental, qui sont très particulières car elles coexistent pacifiquement et aussi conflictuellement avec l'islam, qui au Niger figure comme religion officielle depuis le Moyen Âge. Mais de quoi s'agit ce rite spécifiquement? Il y a premièrement une interrogation qu'ils appellent anion, qui est utilisée pour dénoter si un génie est ou pas la cause des malheurs de quelqu'un. Ensuite, le nouvel adepte va vivre en réclusion pour apprendre les devises et les pas de danse de son génie. Ce sera la cérémonie finale à marquer sa capacité nouvelle à être possédée rituellement. Ces phases s'appellent ganendi, c'est-à-dire faire danser. Ils utilisent aussi l'expression orendi, qui signifie faire amuser, faire une fête. L'orendi a lieu quand le génie se nomme en parlant de la bouche du sujet possédé. À partir de ce moment, on entre dans la phase nommée par Desjardins dressage ou l'aménagement. Telle est la signification du terme ans, c'est-à-dire 18 jours où le sujet possédé va danser. Le génie qui tourmente le sujet est bien connu, nommé, familier, et le faire danser équivaut à la régulation et la normalisation des rapports entre le génie et le sujet qu'il a appelé. L'anthropologue précise dès le début que ce rite de la possession ne peut pas être assimilé activement à des pratiques thérapeutiques, car l'aspect thérapeutique doit être considéré plus comme une variable qu'un constant. La chose qui est vraiment stable, il souligne, est l'efficacité symbolique qui est toujours présente et qui, dans ce cas-là, s'agit d'une efficacité symbolique qui a été incorporée. Une autre mise en scène qui semble vraiment construite et cristallisée avait lieu dans le sud d'Italie. Nous parlons du phénomène historique religieux qui s'appelle tarantisme et qui a été analysé par l'ethnologue et historien de religion italien Ernesto de Martino, qui à la fin des années 50 est allé avec une équipe dans la région des Puglie, précisément dans le Salento, pour étudier ce phénomène qui est né dans le Moyen Âge. Dans l'œuvre La Terre du Remords, publiée en 1961, De Martino définit le tarantisme comme une formation religieuse mineure, principalement paysanne, caractérisée par le symbolisme de l'araignée taranta, qui mord et empoisonne, et de la musique, de la danse et des couleurs qui s'y libèrent de cette morsure empoisonnée. En analysant le tarantisme, l'équipe d'ethnologues et médecins se sont interrogés sur la cause de cette crise, crue provoquée par l'araignée et donc par le phénomène du latrodectisme, qui est une envenimation par morsure d'araignée du genre Latrodectus.
La crise du tarantisme imitait effectivement le syndrome toxique du latrodectisme, qui comprend les symptômes comme la chute au sol, les sentiments d'épuisement, l'angoisse, l'état d'agitation psychomotrice avec obturation sensorielle, les nausées, les vomissements et l'exaltation de la pulsion sexuelle. Donc, nous comprenons bien que le modèle culturel de celui qui fait l'empoisonné avait été calqué autant que possible sur celui du latrodectisme réel. Pour tuer la taranta, il fallait surtout mimer la dent de la petite araignée, c'est-à-dire la tarentelle. Donc, il fallait forcer l'araignée à danser jusqu'à la fatiguer. La personne empoisonnée exécutait la danse de la petite taranta tant comme victime possédée par la bête que comme héros qui pliait la bête en dansant. Au cours de l'exorcisme choréutico-musical qui avait lieu à la maison de la personne empoisonnée, les combattants dialoguaient parfois à haute voix avec l'araignée ou bien ils réussissaient à lui imposer son commandement. Ils s'entendent avec lui. Mais De Martino parle d'un phénomène qui est déjà en phase de déclin à la fin des années 50, car la figure de San Paolo, appuyée par l'Église et son clergé, avait polarisé sur elle l'attention populaire, en la détournant de la Tarente et de son symbolisme, et en imprimant l'aspect visionnaire du tarantisme une orientation croissante vers les rapports avec les saints, au point de laisser tomber l'exorcisme musical à domicile. Les cas de malades en prévalence féminin, en occasion de la fête de San Paolo le 29 juin, affluaient chacun d'autres pays du Salento, dans la ville de Galatina, qui était considérée un territoire sacré, dans un plus grand temple dont la chapelle de Galatina était le centre. Par De Martino, ce qui constituait le tarantisme, c'était surtout l'autonomie de son symbole, qui donnait l'horizon à des conflits psychiques non résolus et latents, dans l'inconscient. Donc, la danse de la Tarente et tous les mots qui sont impliqués dans ces phénomènes, comme morceau, poison, crise, remède, guérison, acquièrent la signification des symboles mythiques rituels, conditionnés culturellement dans leur fonctionnement et leur efficacité. Desjardins spécifie que l'aspect thérapeutique d'un système rituel ne peut être pensé comme une donnée a priori, et nous voyons bien dans ces rites de possession que nous ne sommes pas ni dans l'univers de la maladie, ni dans l'univers de la cure, mais dans le domaine classique des représentations collectives. Donc, pour résumer, dans le cas du Orendi et du tarantisme, la danse assume la fonction d'instrument de règlement des rapports entre l'esprit ou l'araignée et les sujets impliqués. Donc, ce produit, c'est ce que nous définissons l'efficacité symbolique d'incorporation. En effet, il y a toujours un spectacle qui suppose une forte mise en scène, construite et cristallisée dans la culture participante. Nous pouvons terminer en disant que l'efficacité symbolique consisterait à rendre acceptable pour l'esprit cette douleur que le corps et la tête se refusent à tolérer et que la mise en scène va fournir aux malades, qui normalement occupent une position marginale, où le langage est une fonction sociale centrale. Il est également important de se rappeler que le corps représente l'arbitraire de la culture. Ce sont en effet les choix culturels qui organisent la perception, l'usage et le langage. Mais en même temps, c'est le corps qui les légitime en les revêtant de naturel et en les reconvertissant dans ce qui semble spontanéité physique. Le corps étant sur la limite la plus profonde et la plus complexe de l'interaction entre la nature et la culture, il les redessine continuellement en se reconnectant l'un dans l'autre. L'externalisation de ce qui est à l'intérieur du complexe psychophysique dans ces deux cas analysés
s'exerce à travers la danse en allant former la dialectique de ce que Pierre Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire le système des dispositions qui fonctionnent comme matrice de perception, d'évaluation et des actions, et qui correspondent au centre opérationnel du comportement individuel. Ces centres opérationnels, en creusant la dimension sociale dans la dimension corporelle, ne peuvent fonctionner que si ces deux dimensions peuvent communiquer et échanger entre elles, en internalisant l'extérieur et en externalisant l'intérieur. Ce dialogue de réciprocité permet de former et de promouvoir le fonctionnement efficace de l'habitus en laissant exprimer les potentialités de l'agency, c'est-à-dire la capacité humaine d'agir et de modifier la réalité environnante, possibilité qui s'exprime dans les ensembles de possessions rapportées par des mouvements du corps codés par des spécifiques dispositifs culturels.